Bonjour tout le monde. Je vous avoue que je te remercie, Mélissa, d'avoir défini Scaling Up. Elle en a dit beaucoup plus que j'aurais pu dire. Quand Nacera m'a envoyé cette invitation-là et qu'il m'a dit Scaling Up, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais de fait, c'est exactement ce que Mélissa vous a dit. Alors, moi, je vous avoue que j'étais un peu mal à l'aise par rapport à cette demande-là parce que et surtout, je le suis encore plus après avoir participé à cette journée-là, où j'ai entendu des suggestions, des commentaires beaucoup plus intelligents que ce que je peux dire. Mais je vais me situer à un autre niveau. Je vais vous dire pourquoi. Avec tout ce qui arrive, et je ne veux pas que vous pensiez que je prends la défense des médecins, mais je trouve qu'on en met bien gros sur le dos des médecins. Puis je ne rentre pas dans la question de journalisme et de questions de rémunération, tout ça, mais et par la loi 20 et par les responsabilités qui incombent par la face. On est à un tournant, à mon avis, de la première ligne. Et on est en train de passer d'un niveau individuel de pratique. Vous savez, il y avait les pratiques solo, la pratique traditionnelle, à des formes très organisées et de plus en plus organisées. Alors, c'est pour ça que j'ai convenu de parler beaucoup plus du niveau organisationnel. D'ailleurs, on vous a mentionné, vous en avez discuté dans vos ateliers, les expériences sont quand même pas si nombreuses que ça de participation et de réseautage. Et donc, c'est un petit peu ça que je voulais regarder. Dans un premier temps, je vais parler de certaines données qu'on a sur la collaboration, mais vraiment pas de ce qu'on appelle les réseaux hybrides, là, ce que Jean-Louis Denis appellerait des réseaux hybrides, où il y a des cultures différentes qui se rencontrent. Je vais parler de la collaboration entre les cliniques médicales et entre les cliniques et l'hôpital. On a des données là-dessus. Vous allez voir que c'est pas si brillant que ça. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de dire un peu, mais comme je vous dis, il y a eu des commentaires beaucoup plus intelligents que ce que je peux dire ici dans vos discussions. Alors, donc, c'est un peu ça, et je vais évidemment focusser sur les cliniques médicales. Je vais poser certaines questions, puis je vais me répondre. Alors, je me suis posé la première question, c'est est-ce qu'il existe en première ligne une collaboration interorganisationnelle? Et je me suis basé sur des données qu'on a recueillies avec l'Institut national de santé publique sur 5 régions du Québec. Après ça, je vais avoir seulement 2 régions. Je n'ai malheureusement pas de données sur tout le Québec. Mais pour vous montrer quelles sont... Alors, vous avez ici la collaboration avec une autre clinique médicale, avec un hôpital, avec une autre clinique médicale ou un hôpital. Alors ici, donc, vous avez ces deux-là, et le « ou ». Là. Donc, en général, la collaboration, soit avec une autre clinique ou un autre hôpital, c'est surtout aux environs de 50 50 des cliniques qui rapportaient avoir des ententes, pas nécessairement des ententes écrites, des ententes plus ou moins formelles, mais il y avait des ententes de groupe avec des cliniques. Et vous voyez que pour la région de Montréal-Montérégie, c'est à peu près le même pattern, une plus grande collaboration avec les hôpitaux qu'avec les cliniques médicales. La capitale nationale, elle, un peu comme Chaudière-Appalaches, c'est-à-dire beaucoup plus élevée avec les cliniques médicales, meilleure collaboration entre les cliniques médicales et un peu plus faible ici avec les hôpitaux. Et la Gaspésie se comporte, mais à un degré moins élevé, un peu comme les grandes régions de Montréal, Montérégie. Alors donc, en général, et là, je vais passer à la deuxième, vous avez ici la distribution à peu près, vous voyez qu'il y en a 53 qui déclarent une sorte de collaboration, 47 qui n'ont aucune collaboration. Alors ça, c'était quelque chose, parce que c'est des cliniques de groupe qui disent qu'ils n'ont aucune collaboration, aucune entente. La deuxième question, c'est ça a-t-il augmenté au cours des années? Je n'ai pas toutes les années, mais de 2005 à 2010, vous voyez, et ça, c'est un effet vraisemblablement GMF, ça a augmenté beaucoup dans les GMF cliniques réseau. Il faut dire que les GMF cliniques réseau, à cette époque-là, il y en avait peu en Montérégie, et c'est pour les 2 régions, hein, Montréal-Montérégie, je n'ai pas tout le Québec. Mais, donc, ça a augmenté pour les GMF cliniques réseau. Pour les GMF, pour les cliniques réseau où il y avait beaucoup de collaboration, ça n'a pas changé beaucoup. Un peu augmenté pour les CLSC. Et vous voyez, dans les autres cliniques médicales, les cliniques solo, cliniques de groupe, à cette époque-là, en tout cas en 2010, comptait pour la plus grande proportion des cliniques.
donc qui ont plus de poids dans l'ensemble, eh bien, il y avait une diminution. Et vous voyez donc pour l'ensemble une diminution à cause des cliniques médicales de groupe. Donc, en résumé, surtout dans les hôpitaux ou d'autres cliniques, dépendant des régions, au total, ça touche un peu plus de 50 puis ça a augmenté à Montréal, en Montérégie, dans les GMF et les cliniques réseau, mais ça a diminué dans les autres cliniques, entraînant une baisse globale. Quelles sont les principales caractéristiques organisationnelles? Parce que, dans le fond, on essayait de voir s'il n'y a pas des éléments, des conditions qui font que des cliniques pourraient être plus réceptives donc, il y a des facteurs, on peut appeler ça de la réceptivité, à la collaboration interorganisationnelle. Vous allez devenir que le CIO, c'est collaboration interorganisationnelle. Alors, vous voyez qu'une des caractéristiques, c'est est-ce qu'il y a un degré d'implication des infirmières, mais bien au-delà des tâches traditionnelles. Ça comprenait surtout parce qu'il y a des degrés ici, nul, faible, moyenne, grande. Donc, c'était parmi les cliniques lesquelles ont un degré plus ou moins grand d'implication des infirmières. Donc, il y en a 27,4 dans les cliniques qui déclarent avoir une collaboration versus 3,5 pour lesquelles les infirmières ont une implication élevée, c'est-à-dire, par exemple, ils font des suivis de maladies chroniques, ils font des rôles plus novateurs. Une autre caractéristique, puis on vient d'en parler, c'est les technologies d'information, dont le dossier médical électronique, prescripteur électronique, et il y en avait une série de 5-6 technologies, je ne me souviens pas, puis on les a classées en élevé, moyen, faible. Alors, vous avez ici, parmi toujours les cliniques médicales avec collaboration, sans collaboration, le pourcentage qui ont d'une utilisation élevée vous voyez une différence nette, c'est plus que le double dans les cliniques avec collaboration. Qui participent à un réseau d'accessibilité médicale, surtout pour la question des horaires et des gardes d'urgence. Vous voyez qu'encore là, les cliniques sans collaboration et les cliniques avec collaboration, bien, il y a une différence. Et on a pris les GMF, cliniques réseau, GMF et cliniques réseau, parce qu'il y a une grande collaboration. Elles sont en majorité avec grande collaboration. Et vous voyez qu'il y a un effet aussi GMF. En plus de la collaboration, le GMF participe beaucoup plus à un réseau d'accessibilité. Ici, on a regardé la collaboration avec les médecins spécialistes, autres que l'hôpital, et la collaboration avec d'autres professionnels de la santé. Encore ici, vous voyez qu'il y en a plus, d'un pourcentage plus élevé parmi les cliniques avec collaboration. Partage des ressources d'activité et de ressources entre les médecins de la même clinique. Vous voyez que, encore ici, les cliniques avec collaboration et les GMF cliniques réseau ont un pourcentage de cliniques plus élevé que les autres cliniques. Donc, en résumé, une implication plus grande de l'infirmière, utilisation plus élevée des technologies de l'information, participation à un réseau d'accessibilité médicale, collaboration plus grande avec des médecins spécialistes et d'autres professionnels de la santé, davantage de partage des ressources et d'activités, ça semblerait être des conditions organisationnelles, des caractéristiques qui rendent ces cliniques-là plus susceptibles, plus ouvertes à la collaboration. Quatrième question, c'est sur quoi donc porte la collaboration? Alors, on a ici encore toujours la même chose, des cliniques avec, c'est-à-dire les cliniques, la collaboration avec un autre CM ou avec un hôpital. On l'a divisé cela. Et donc, on voit que pour la collaboration avec une autre clinique médicale, c'est surtout pour planifier l'offre de services, les horaires, les gardes, peu pour échanger des ressources, alors que pour la collaboration avec les hôpitaux, c'est surtout pour avoir accès à un plateau technique et assurer le suivi des patients, ce qui fait du sens. Donc, en résumé, avec les cliniques médicales autres, surtout pour planifier l'offre de services, il y a peu d'échanges ou partage de ressources, puis avec les hôpitaux, c'est surtout pour le plateau technique et le suivi des patients. Maintenant, on s'est posé la question, est-ce que ça a une influence, je l'ai-tu passé, ça là? Je m'en manque une, mais en tout cas,
Est-ce que ça a une influence sur l'expérience de soins? Je vous mets tout de suite en garde. La mesure de l'expérience de soins, c'est des mesures qui sont faites, qui sont un peu influencées, et même beaucoup des fois, par le fait d'avoir un seul médecin, de toujours voir le même médecin, par exemple. Donc, ça se peut que nos mesures ne rendent pas complètement justice à l'expérience de soins. Lorsque, par exemple, on passe d'un modèle d'organisation où on voit toujours le même médecin, où il y a seulement quelques médecins, des petites cliniques, par exemple, à d'autres organisations plus grandes où il y a plusieurs médecins et on ne voit pas toujours le même médecin quand on veut le voir rapidement, ou on voit une infirmière. Alors, ça peut expliquer pourquoi on a des résultats de cette nature-là. Mais pour ce qui est de l'accessibilité des services, vous voyez, il y a une amélioration. Il y a une différence entre les cliniques avec collaboration et sans collaboration en faveur des cliniques avec collaboration. N'oubliez pas que ça contient tous les GMF, cliniques réseau, une grande partie. Et donc, la différence est significative, elle n'est pas très élevée. L'accessibilité est toujours de façon, dans toutes les études au Québec, est plus faible que comparativement à d'autres provinces. On a toujours ce problème-là d'accessibilité. Pour la continuité, on trouve l'inverse. Ce n'est pas très différent, mais c'est significatif statistiquement. Ça correspond quand même à d'autres données sur les GMF et qu'on rapporte dans plusieurs études actuelles au Québec. Les GMF ne sont pas nécessairement si performants que ça au niveau de la continuité dans ce qu'on trouve. Mais la différence n'est pas énorme. Là, ici, on l'a fait la même chose. On l'a fait avec les GMF. Tout à l'heure, c'était avec... On comparait avec collaboration puis sans collaboration. Là, on les mesure. Ça donne à peu près la même chose avec des différences un peu plus marquées, mais c'est significatif, ça donne la même chose. Pour ce qui est des médecins de famille, le lien, pour ceux qui ont une source habituelle de soins dans les cliniques, en question, on leur a demandé si leur médecin de famille se trouvait dans cette source habituelle de soins. Et vous voyez, c'est beaucoup plus élevé dans les cliniques GMF et cliniques réseau que dans les autres cliniques. Donc, en résumé, pour les patients qui sont rattachés aux cliniques, la collaboration interorganisationnelle est associée à une meilleure accessibilité, mais une moins bonne continuité. Pour ceux dont la source habituelle de soins est un GMF, clinique réseau et GMF, plus grande affiliation à un médecin de famille. Je ne les ai pas mis là, mais ça n'a pas d'effet sur l'utilisation des services. Recours à l'urgence, tout ça, on n'a pas trouvé de différence. Quelles sont les conditions favorisant ou limitant? Bien là, les questions sont devenues plus embêtantes pour moi. Parce que, alors, je vous ai donné une réponse que j'aurais faite à mes étudiants. Souvent, je leur faisais ça. Je leur donnais une photo, puis je leur disais, compte tenu de la question, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, voici la photo. Alors, c'est le 15 mai, où vous voyez les deux sourires. Et je la montre parce que, je ne la montre pas pour critiquer ni le Dr Barrett, ni le Dr Godin, parce qu'ils défendent leur position et ils font leur job. Mais c'est parce qu'ils représentent des perspectives différentes. Mais vous les voyez tous les deux souriants, probablement pas pour les mêmes raisons. Alors, je pense on est obligé de constater que le développement de notre système de santé est influencé par deux filières dont la convergence n'est pas toujours évidente. C'est historique, c'est particulier au Québec. Dans d'autres provinces, ça s'est fait différemment. Mais il y a une filière que j'appellerais celle des politiques de la santé, de la population, qui est... Puis vous avez eu votre journée hier sur la responsabilité populationnelle. Vous voyez, vous avez dû constater que c'est facile d'en parler. C'est facile pour ceux qui ont des responsabilités territoriales. C'est plus difficile de parler de ça pour les cliniques, la responsabilité populationnelle. Et vous voyez ici, ça a souvent été inspiré par des commissions ou des grands rapports, des livres blancs, des livres verts, des livres de toutes les couleurs. Et j'en ai omis. J'ai pris les principales qui ont donné naissance, par exemple, les CLSC, qui ont été à la suite de la commission Castonguay-Neveu, les Rochon, qui a parlé de population en otage, des groupes d'intérêt, la commission Claire, qui a proposé les GMF. Et vous voyez qu'on assiste à un mouvement de déconcentration et à un mouvement de reconcentration, ici, à partir même des C3S. C3S en 2003 et les deux dernières lois, la loi 10 et la loi 20.
Et vous avez du côté des fédérations, j'ai pris le modèle des fédérations de médecins parce que c'est à cause du rôle important du médecin, le rôle influent du médecin aussi, mais jusqu'à un certain point, ça inclurait les autres syndicats aussi, parce que les fédérations, ce sont des syndicats de médecins, mais ça pourrait aussi inclure d'autres syndicats, comme par exemple le syndicat des infirmières, l'association des pharmaciens, le groupe professionnel. Mais c'est probablement celui-là qui a le plus d'influence. Et dans le cas qui nous intéresse, c'est beaucoup la FMOQ, qui, comme tout bon syndicat, défend l'intérêt de ses membres, puis c'est légitime, et qui véhicule des valeurs qui sont chères aux professions en général, mais à la profession médicale en particulier, comme l'autonomie professionnelle, qui est souvent confondue entre l'autonomie professionnelle de contenu, des pratiques médicales et des lignes directrices qui sont propres des professions, et les conditions d'exercice dans les cadres organisationnels. Alors souvent, on confond ça, de sorte que, par exemple, vous voyez, la FMOQ négocie à la fois pour les médecins, mais négocie de plus en plus les organisations des médecins. Par exemple, c'est la FMOQ qui négocie en vase clos, je devrais dire, avec le ministre Barrette pour les GMF, pour les super cliniques. Alors, ça se passe, et donc une certaine indépendance par rapport au reste du réseau. La rémunération à l'acte, qui est au cœur de l'autonomie professionnelle, c'est une vache sacrée, particulièrement au Québec. Difficile à parler même d'un autre mode de rémunération. On a introduit timidement la rémunération liée à l'inscription, qui est, à mon avis, négligeable et qui, si on veut augmenter la responsabilisation, devrait être augmentée. Et donc, ici, l'inscription. Et puis, c'est très orienté vers une notion de la production qui est confondue avec la productivité. On parle de productivité, mais je pense qu'on ne sait pas de quoi on parle. C'est de la production, c'est la masse. Plus vous produisez de services, meilleur c'est, plus c'est récompensé dans cette logique-là. Et c'est renforcé ici. Puis c'est là que je vous disais, il y a des différences parce que le Dr Barrette défend la santé de la population. Ici, on n'est pas contre la santé de la population, mais on défend avant tout l'intérêt des membres. C'est normal. Mais ici, on s'entend parce que dans les liens qu'il y a entre les deux, surtout avec le ministre actuel, qui a pris la part de la population, puis même, des fois, même, il a l'air d'être contre les spécialistes, son ancienne allégeance, mais il est dans la même logique. Il est dans une logique de négociation constante et d'entente particulière avec les fédérations. Donc, les facteurs facilitants et limitants à la collaboration interorganisationnelle, on peut dire que c'est bien plus important dans d'autres provinces qu'ici. On pourrait donner des exemples, on n'a pas le temps. On pense que, et surtout avec les données qu'on a, et puis, je dirais, comme en anglais, face value, il y a un grand potentiel dans les nouveaux modèles, GMF, Clinique Réseau, et à mon avis, c'est pas parce que c'est un caprice, c'est par la force des choses qu'on se dirige avec des organisations plus structurées, mieux organisées, et surtout, qui ont un support administratif et organisationnel que des cliniques privées n'ont pas, ils ne peuvent pas se payer. Là, il y a toute une histoire ici, et moi, je pense que dans les négociations, et probablement en lien avec la particularité des négociations entre les fédérations et le gouvernement, on est resté au niveau individuel. Mais ça a du bon, parce que vous conservez l'autonomie professionnelle des médecins, mais ça a du pas bon, parce que vous imputez bien trop de responsabilités aux médecins. Tu sais, donner de la responsabilité aux médecins, par exemple, sur les patients. Je pense que les quotas individuels de médecins, c'était de la foutaise, ça ne devrait pas exister. Les patients ne demandent pas de voir leur médecin 24 heures par jour. Ce qu'on demande, c'est une source habituelle de soins où on peut aller. Et si le médecin n'est pas disponible, on peut en voir un autre, on peut voir une infirmière. Donc, je pense qu'on va être obligé de parler d'incitatifs de groupe et d'équipe, beaucoup plus que d'incitatifs individuels. Puis dans le financement, il y a aussi la rémunération des médecins, mais il y a tout un soutien au fonctionnement des cliniques. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a une association des cliniques médicales du Québec. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui étaient au courant. Vous êtes au courant de la FMOQ, mais êtes-vous au courant de l'Association des cliniques médicales du Québec? Bien,
Et tellement que, ici, le docteur Loubert, qui est président, à un moment donné, je vais citer ce qu'il a dit, la Fédération, la FMOQ, défend les intérêts des médecins sur une base individuelle. Une association comme la nôtre, la CMQ, représente les gestionnaires et les médecins appelés à réaliser ces projets. Et ce qu'il disait, au fond, c'est qu'il reprochait de ne pas avoir été partie prenante dans les discussions entre la FMOQ et le ministre sur les GMF, les GMF-R, ou U, comme vous voudrez. Et il pense que lui, il devrait. Je ne sais pas, c'est curieux. C'est une association de cliniques, mais il n'a pas l'air très présent dans les discussions. Ça a l'air d'être la FMOQ qui négocie tout. C'est probablement une transition. Ça va probablement venir, je ne sais pas. Il faudrait demander à ces gens-là. Parce que le financement des cliniques médicales, j'ai fait un petit calcul, une petite estimée. Dans le fond, j'ai pris les différences entre les actes principaux des omnipraticiens en clinique privée puis en établissement. J'ai établi que c'était à peu près, un petit peu plus que ça, mais j'ai mis à 30 %. C'est 30 % à peu près la différence. Donc, il y a 30 % dans les actes qui reviennent pour le soutien. C'est quand même pas beaucoup, mais vous allez voir. Et j'ai enlevé, évidemment, le 25-30 % pour les médecins en établissement, mais qui sont rémunérés à l'acte. Alors, j'ai pris ça dans les données de la RAMQ, ce n'est pas la vérificatrice générale. Moi, je n'ai pas lu le rapport de la vérificatrice. Et ça me met à peu près en 2014-2015 à 350 millions. Au total, c'est 1,4 milliard, je crois, la rémunération à l'acte des omnipraticiens. Il y a un soutien récurrent au GMF en 2014-15 de 108 millions, pour un total de 458 millions. 5 minutes. 458 millions, ça n'inclut pas ce qu'on appelle, et ça là-dedans, je ne sais pas ce qu'il y a, puis je n'ai pas été voir la vérificatrice. Puis il y a 200 millions de rémunération à forfait et à prime, pas trop ce que ça veut dire, mais ça a l'air, c'est quand même donné aux omnipraticiens. Bon. Mais je n'ajoute pas ça, mais ça veut dire qu'il y a quand même un financement de 500 millions. Donc, il y a un financement qui est là, qui est négocié à même les actes, et il y a peut-être un potentiel là qui est important. Alors, dernière piste de solution, une reddition de comptes, l'atteinte d'objectifs collectifs plutôt que d'activités individuelles. Je pense que ce n'est pas de la surveillance étroite et surtout pas une approche punitive plutôt qu'une approche incitative. Une responsabilisation plutôt qu'une punition. Responsabilité à l'égard des clientèles, à l'égard des patients. Une responsabilité aussi organisationnelle plutôt qu'individuelle, c'est un peu ce que je disais. Ça n'a pas de bon sens de demander à un médecin autant que ce qu'on essaie de demander, et autant ce qui est lié aux négociations d'ailleurs. Un financement cohérent avec la responsabilité, augmenter le per capita de l'inscription, par exemple. Reddition de compte sur l'atteinte d'objectifs collectifs plutôt que d'activités individuelles, par exemple, comme on fait en Angleterre, comme on fait dans certains pays sur les résultats obtenus. Responsabilisation plutôt que punition, responsabilité collective plutôt qu'individuelle de chaque médecin, et un financement cohérent avec la responsabilisation. Je viens de le dire. Ici, je vais passer rapidement parce qu'il ne me reste pas grand temps, mais j'ai deux citations de journalistes qui ne sont pas des journalistes de gauche, hein, c'est des journalistes assez de droite, donc vous ne pourrez pas taxer qui sont des communistes ou des socialistes, mais ils proposent des modifications importantes à des modes de rémunération. C'est Jean-Paul Gagné, qui est l'éditeur des Affaires, et Alain Dubuc, qui n'a pas nécessairement une bonne réputation dans nos milieux de santé publique, et donc qui dit des choses comme, par exemple, qu'il dit que, justement, il y a des limites à ce qu'on peut rémunérer à l'acte à cause des incitatifs et qu'il doit y avoir des incitatifs pour la prise en charge et la responsabilisation. Surtout qu'il prend l'exemple, je ne sais pas si c'est là qu'il prend, au Kaiser, c'est ça. Et bon. Donc, ce que je voulais dire aussi, il y en a d'autres, je pense que c'est toutes des choses. Et une chose qui est revenue aussi dans nos ateliers, c'était la gouvernance et le financement de réseau. On ne peut pas parler de réseau, tout ça, actuellement, dans le contexte de financement actuel, sans parler d'une certaine gouvernance de réseau et un soutien, ce qu'on a mentionné dans les rapports d'atelier. Évaluation incluant ce qu'on n'a pas entendu parler beaucoup du point de vue des patients. Les patients ne sont pas ici, hein, on n'en a pas, sauf qu'on est tous des patients, pour plusieurs, en tout cas, moi j'en suis un.
Et des fois, il faut que je sois patient, il faut être patient aussi dans le système. Pour aussi, clinique et navigation. Et la question des super cliniques. Moi, je vous avoue, et je conclue là-dessus, ça m'inquiète un peu de la façon que c'est fait, parce qu'on ne sait pas trop si ce ne sera pas des super cliniques sans rendez-vous, si ça va être des cliniques où il va y avoir des plateaux techniques. Et à mon avis, quand on parlait d'opportunités, dans les super cliniques, ça peut être aussi des leviers intéressants pour le réseautage si on le prévoit. Par exemple, on parlait de la gouvernance, on parlait du soutien, il faut absolument la réseauter. Il ne faut pas que ça se développe comme un champignon qui n'est pas du tout connecté aux autres cliniques. L'idée est bonne, je ne sais pas trop, et là je partage un petit peu les craintes de Mme Lamarre, qui est la responsable à l'opposition, pour la critique de l'opposition à l'Assemblée nationale, qui dit, oui, mais les hôpitaux, le plateau technique, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ce n'est pas un dérapage vers le privé? Elle partage ses intérêts, et il faut tenir compte aussi des autres priorités, comme le soin à domicile, et aussi, il ne faut jamais oublier les CHSLD qui sont dans un état pitoyable au Québec.